Le temps que le diaporama revienne, voilà qui est fait. Donc effectivement, série de webinaires, il va y en avoir 6 à s'enchaîner. Le principe, c'est de vous diffuser les principaux résultats, de notre projet ErgoTrade, qui est en train de se finaliser puisqu'il court jusqu'au fin de 28 février. Et donc l'idée, c'est, sur ce premier webinaire, de faire un état des lieux et des perspectives, de la traite en France. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille à l'Institut de l'élevage depuis maintenant, ça va faire 13 ans là. J'étais avant, sur le terrain en Seine-Maritime et je suis responsable de projet R&D traite, au niveau de l'institut et j'ai aussi, la chance d'animer le COFIT, qui est l'interprofession de la traite au niveau national. Alors du coup, la traite, on en entend tous parler, notamment quand on intervient en élevage laitier. C'est un peu le cœur du réacteur. C'est la principale tâche d'astreinte. Alors même si le terme est parfois un peu excessif, mais c'est réellement une tâche d'astreinte dans le sens où il faut traire les animaux, plusieurs fois par jour. Et c'est, une activité qui va avoir des impacts très forts sur beaucoup de choses, sur quasiment, d'ailleurs toutes les dimensions de l'élevage, que ce soit les résultats, en passant par les conditions de travail, la santé des vaches et puis j'en passe, hein. On peut rentrer un peu plus dans le détail sur, même des notions de one welfare, hein, puisque, à la traite, le bien-être des éleveurs et des animaux sont quand même assez intimement liés. D'ailleurs, ça fera l'objet du prochain webinaire de la semaine prochaine. Vous le savez aussi, les structures laitières et le contexte laitier est en perpétuelle évolution. Il ne se passe pas une année sans qu'on entende parler de choses qui évoluent. Il y a des grosses variations au sein des entreprises, en fonction des moments de l'année, hein. Les périodes de récolte sont des périodes un peu plus tendues, par exemple, mais il y a aussi, de grosses variations entre les exploitations. Ce qui fait que, quand on fait un audit de traite sur un élevage, on ne peut pas, considérer qu'on va pouvoir tout transposer sur l'élevage d'à côté, même si le contexte a l'air d'être à peu près le même. Il y aura toujours des variations. Quand on discute avec les filières, quand on discute avec, les intervenants de la traite, on sent que, la traite pourrait être un des points sensibles de la des filières laitières. Là, aujourd'hui, on va beaucoup parler et surtout parler de bovins puisque le projet ErgoTrade, il est bovin, mais c'est valable aussi pour les 2 autres filières. Il n'y a pas de lait sans traite. Alors certes, vous allez sûrement me dire, bah, peut-être la traite robotisée demain, mais vous allez le voir, la traite robotisée ne fait pas tout aujourd'hui et il va falloir encore des trayeurs, demain et de toute façon, il va falloir des responsables d'élevage pour, piloter ces robots. Donc on s'est dit que, il était plus que fondamental, d'améliorer l'attractivité, de la traite pour que les trayeurs d'aujourd'hui puissent continuer à bien faire leur travail et pour que les jeunes puissent, s'imaginer trayeurs demain pour ceux qui le souhaitent. Et cette traite, conventionnelle, alors conventionnelle, c'est traite non robotisée, doit rester une possibilité, réaliste et attractive pour que, bah, ce développement de la traite robotisée, soit un complément logique, mais ne soit pas forcément une obligation pour tous. Donc ErgoTrade, c'est un CASDAR, IP, d'ailleurs en une seule fois ça suffira. IP parce que innovation et partenariat et l'idée ça a été de travailler sur, ce qui pouvait être les optimisations, fonctionnelles et ergonomiques pour les traites, de demain, pour que ces traites soient des traites de qualité, des traites attractives et l'innovation, elle vient notamment par, l'approche multidimensionnelle, en plus du multipartenarial, mais qui est le propre même des CASDAR IP. Et l'idée, c'est de se dire que, pour que les traites soient efficaces et les traites, soient de qualité, il fallait regarder, du côté de l'animal, mais aussi du côté de la machine et du côté du trayeur et ce, dans un contexte qui est, assez particulier, en tout cas au niveau français et c'est ce contexte qu'on va survoler aujourd'hui et l'idée, c'est à terme d'œuvrer pour que, bah, on arrive à tenir, la qualité du lait, on arrive à tenir le bien-être des animaux puisque c'est une attente forte et on l'évoquera sur le prochain webinaire, rien ne se fait sans la bonne volonté, de nos braves vaches et puis, c'est répondre aux attentes, des filières aujourd'hui et si possible anticiper au mieux les attentes de demain. Alors ce projet, comme beaucoup d'autres projets, il tourne autour de plusieurs actions, 3 pour nous, en dehors de l'action de pilotage que je n'évoquerai pas. Une première action, on fait le tour d'horizon pour, voir quels sont les freins et motivations, autour de ce poste de trayeur. C'est d'ailleurs sur cette action-là qu'on va axer, notre focus d'aujourd'hui. Une deuxième action qu'on évoquera dans les prochains webinaires autour des mesures et des analyses qui ont été faites, sur différents sites de traite, avec, une approche, multidimensionnelle sur la qualité de la traite, sur les aspects ergonomiques, les aspects bien-être animal et puis bien sûr, une dernière action qui vise à la diffusion des résultats pour que, ces nouvelles, connaissances et ces nouvelles recommandations puissent être,
diffusée le plus largement possible. Donc ça passe par, une optimisation globale de la traite dans ce qui est attendu et bien sûr, différentes dimensions qui vont être évoquées au fur et à mesure de ces webinaires. Alors le partenariat, vous l'avez aussi en bas de diapo, hein, c'est un projet qui a été, construit et piloté, avec la chambre régionale, d'agriculture de Bretagne, Comodal, qui est, une entreprise, qui travaille sur la valorisation de l'image, sur la 3D et vous verrez une présentation de ce qu'ils sont capables de faire pour le suivi en élevage. Bien sûr, la caisse centrale de MSA, puisque quand on parle d'ergonomie, de troubles musculo-squelettiques, il est bien entendu intéressant et important de travailler avec eux et l'Institut Agro-Rennes-Angers pour, la dimension, pédagogique et toucher les générations de demain et donc bien sûr un financement, du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire via le CASDAR. Donc ce que je vais évoquer là, pour mettre un peu en contexte, c'est, un constat avec une entrée multidimensionnelle, comme le voulait le projet, sachant que la traite, pour ceux qui me connaissent, je le rabâche assez régulièrement, hein, c'est, des animaux, qui vont donner leur lait, une machine qui va nous permettre de récupérer le lait en question, quelle qu'elle soit. Ça peut être, un pot trayeur, ça peut être une installation, en traite par l'arrière, ça peut être un robot et puis un trayeur ou un intervenant en tout cas qui, va permettre à ce que, les 2 cohabitent au mieux et ce dans un contexte qui est spécifique à l'élevage ou qui est spécifique à une zone dans laquelle se situe l'élevage. Autre chose, notable, c'est que dans ce que je vais vous présenter là, bien sûr, il y aura des résultats Ergotraite, mais on a la chance de pouvoir échanger avec des collègues, d'autres projets, notamment, d'un Interreg France Wallonie, Flandre qui s'appelle Coform sur le travail en élevage et notamment la façon dont on peut, recruter et maintenir, les compétences en élevage. Un autre projet, piloté par le RMT Travail en agriculture qui s'appelle Capsagri et enfin un autre CASDAR qui s'appelle Org sur l'organisation du travail et la transmissibilité des exploitations. Donc vous allez voir qu'il y a des choses qui se recoupent et c'est d'autant mieux, ça veut dire qu'on est normalement plutôt dans le juste et par contre sur certains points, vous allez voir qu'il y a des bons compléments et c'est pour ça que c'était intéressant de pouvoir échanger avec ces partenaires. Alors, si on attaque par une entrée machine, qui est souvent la 1re entrée, qu'on a en tête quand on parle de traite, alors c'est pas forcément, on va dire, si intuitif que ça pour tout le monde, hein, d'autres pourraient rentrer par l'animal, mais c'est vrai que la grande majorité des questions, rentrent par la machine. Si on veut faire un état des lieux, du parc machine à traire d'aujourd'hui, on voit que, si on valorise les données Logimat, 2023, donc les données qui remontent des OptiTraite et des CertiTraite, qui sont faits au niveau national, on a encore une grande majorité des installations de traite qui sont, conventionnelles, à savoir non robotisées, avec, dans cette majorité-là, une grande part des petits 30°. Donc pour ceux qui connaissent pas trop les terminologies, 30°, les animaux sont à 30° par rapport à la bordure de quai et on branche par le côté et en complément, vous avez des installations de traite par l'arrière pardon, les EPI 50 ou les traites par l'arrière et une petite proportion de salles de traite rotatives. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire ou dans les impressions des uns et des autres, on a l'impression qu'il y a beaucoup de rotos. Bah, en fait, oui, il y en a, mais c'est pas la grande majorité, mais c'est vrai que c'est des installations qui marquent et qu'on retient assez facilement. Et donc à côté de ça, une petite vingtaine de pourcents de robots au niveau du parc machine à traire. Alors, ce qu'il faut évoquer, c'est qu'on est bien sur une valorisation des données des contrôles machine à traire, sachant que malheureusement, toutes les installations ne sont pas contrôlées une fois par an, donc il peut y avoir un petit décalage par rapport à ça. Et puis, bah, on sait que certaines catégories d'installations sont un petit peu moins bien contrôlées que les autres, mais ça donne quand même malgré tout une tendance. On a encore aujourd'hui une grande majorité de traites conventionnelles. Alors, si on regarde ces installations, en question, on est aujourd'hui sur des dimensionnements qui sont encore relativement classiques, pour les gens qui ont l'habitude, des typologies machines à traire, savoir qu'on est un peu plus de 5 vaches pardon, par poste pour des installations double équipement et aux alentours de 7 vaches par poste sur des installations en simple équipement, donc principalement les lignes hautes. Donc à ce niveau-là, on a quelque chose qui évolue certes progressivement, mais avec, une vitesse d'évolution qui est pas si importante que ce qu'on pourrait parfois imaginer. Oui, on a des agrandissements des structures, mais c'est pas, le cas de toutes les structures. Et vous voyez, arriver, le petit nouveau, alors nouveau, pas si nouveau que ça, puisque ça fait déjà quelques années que la robotisation est en place, mais avec aujourd'hui, des installations robotisées qui prennent de plus en plus de place et avec, notamment un dimensionnement qui évolue. Là où il y a de ça quelques années, on était sur à peine une stalle par exploitation, bah, de plus en plus, on est sur des 2, 3, 4 stalles, ce qui fait qu'aujourd'hui,
le nombre de postes moyens en traite robotisée est aux alentours de 1,46. Alors justement, avant de passer au robot, il y a quand même une logique, qui peut être d'automatiser les installations de traite pour, essayer de limiter, les tâches et limiter, les contraintes. Et on voit que, de ce côté-là, les choses ont quand même bien évolué puisqu'aujourd'hui on a une grande majorité, des installations, de traite en ligne et de traite rotative qui sont équipées de dépôts automatiques pour gérer la fin de traite. Et aussi une très grande majorité des installations pour lesquelles on a un automate de lavage. Donc ce qui permet quand même aux trieurs de se concentrer sur la préparation, le suivi de l'hygiène, la pose des faisceaux, des éléments que, en dehors de la traite robotisée, on a du mal à déléguer à un autre dispositif. Alors automate qui interpelle aussi, sur l'utilisation et l'entretien, des automates en question, hein. C'est vrai que c'est comme pour le robot, c'est des dispositifs qui sont intéressants, mais qui sont, aussi sujets à entretien comme tout autre matériel, mais encore plus important, parce qu'on est amené à faire confiance à ces dispositifs particuliers. Et puis à côté de ça, je vous ai mis aussi, le niveau d'équipement en compteur à lait qui est évolutif, hein, et bien sûr en fonction des typologies d'installation, on voit que les compteurs équipent, plus ou moins les installations en conséquence et on voit que la typologie sur laquelle on compte le plus de compteurs, c'est les rotos, des installations qui sont faites plutôt pour des gros troupeaux et donc avec, un suivi, dit par exception qui nécessite la plupart du temps, des dispositifs comme les compteurs à lait pour bien suivre les choses. Donc on a commencé à parler un petit peu de robots, je peux pas ne pas vous en parler même si, ErgoTrade tourne autour de la traite conventionnelle. Les robots, il faut être conscient du fait que c'est quelque chose qui est encore en expansion. On aurait pu s'attendre il y a ça quelques années à ce que, on arrive, au sommet de la courbe en S, hein, qui est assez classique pour les nouveaux matériels. La technologie se cherche au départ, puis on a une phase, crescendo parce que la technologie intéresse et tout le monde se met à installer, en tout cas ceux qui sont intéressés et puis au bout d'un moment, ça finit par se tasser parce que, le marché est mature et on est arrivé, à saturation de la demande. Là, c'est pas le cas, on est encore sur une phase de croissance et aujourd'hui, il faut avoir en tête que c'est, 8 installations sur 10 qui, au niveau du CertiTrade, donc et le contrôle de conformité des installations, neuves d'occasion ou rénovées qui viennent de se mettre en place, on est quand même sur du 80 de robotisation. Alors avec une disparité, c'est ce que vous voyez sur le graphique qui est ici là sur la droite, avec des zones ou des cantons ou des départements sur lesquels, ici, là, on est au niveau du département, on est à 100 de robotisation sur une année. Alors après, ça peut être sur des faibles effectifs en termes de certi-traite et inversement, d'autres départements sur lesquels on n'a pas de robot pour tout un tas de raisons et notamment, une d'entre elles, c'est que sur certains cahiers des charges, le robot n'a pas forcément sa place. Alors si on continue un petit peu sur le robot avant de revenir à notre traite conventionnelle, vous avez ici là quelques chiffres, par rapport à l'historique de la robotisation. Ce qu'il faut aussi, avoir en tête, c'est que, au dire d'Axema, qui est le syndicat des équipementiers, de l'agriculture et notamment de la traite, on peut s'attendre à 30 d'exploitation robotisée à l'horizon 2030. Ce qui, au vu des chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure, paraît tout à fait possible. Après, quid d'après 2030, il faudra voir, hein. C'est quelque chose qu'on va évoquer tout à l'heure. On a une réelle diversité aujourd'hui au niveau français en termes de traite. Il y a fort à parier que cette diversité perdure encore quelques années au minimum. Et puis, on a aussi quelques situations, même si c'est de moins en moins vrai avec les nouvelles propositions qui sont faites, on a certaines situations où, on a des robots qui peuvent éventuellement se désinstaller, mais pour en général les bonnes raisons, c'est pas le robot qui fonctionne pas aujourd'hui, hein, ça peut être le cas par le passé, mais c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. C'est plutôt dans des situations où la robotisation n'est plus forcément compatible avec, le système en cours d'évolution et dans ces cas-là, il faut parfois savoir mieux faire marche arrière pour, reprendre de l'avant. Alors si je reviens, à ces installations de traite, tout horizon, on voit que, quand on valorise les certi-traites, donc le principe là sur ce tableau-là, c'est de prendre le différentiel qu'il y a entre les certi-traites, donc les nouvelles installations et les opti-traites, donc les installations déjà en place. Ce qu'on voit, c'est que, on a, effectivement un agrandissement des structures sur certaines typologies et puis, une saturation, des robots qui est encore, réelle
dans pas mal de situations, ce qui amène à des pilotages d'ailleurs assez particuliers et à côté de ça, un nombre de vaches par poste qui, aurait tendance à, si ce n'est, évoluer au négatif, ce qui est peut-être un peu excessif, mais en tout cas à se stabiliser au moins temporairement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe déjà depuis quelques temps, des on va dire un dimensionnement des installations de traite qui est un peu plus en cohérence avec l'évolution des cheptels et des structures, ce qui n'était pas le cas il y a de ça quelques années, où en général on avait, un agrandissement des structures qui était bien en avance sur un agrandissement pardon, des cheptels qui était bien en avance sur l'agrandissement des structures en conséquence et ce qui faisait que, bah, les trayeurs, se retrouvaient avec un nombre de vaches et un nombre de postes à gérer qui était de plus en plus conséquent, d'une année après l'autre. Donc ça, c'était pour, la partie matérielle et puis on pourra revenir là-dessus, sur les questions que vous aurez par la suite et je vois qu'il y a déjà des questions, oui, donc effectivement, vous aurez le diaporama, par la suite, qui sera mis en replay et d'ailleurs, ce qui fait dire que vous aurez pas que le diaporama, vous aurez aussi, toute la vidéo et tout l'échange. Donc ça, c'était pour la partie machine. Si on regarde avec une entrée un peu plus animale et dans le cadre d'Ergotraite, on a eu la chance de pouvoir suivre cet élevage de façon assez pointue et notamment avec, une stagiaire qui est maintenant une de nos collègues qui s'appelle Juliette Fazillo, qui a fait des relevés de côtes et vous voyez que, sur ce schéma, ce qui a été, principalement valorisé, c'est, la hauteur d'atteinte verticale pour atteindre le crayon le plus haut et la distance d'atteinte horizontale pour aller chercher le crayon qui est le plus loin. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, on a quand même beaucoup trop sur ces graphiques-là, de situations où pour chaque élevage qui est ici une des colonnes grisées, on a des histogrammes qui sont en jaune ou en orange, à savoir sur des zones qui ergonomiquement sont, plutôt, défavorable, voire même très défavorable quand on est sur le orange. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que les animaux ont grandi. Ça, on l'a vu aussi, quand on a valorisé, les pointages qui sont faits sur les femelles laitières. On s'est aperçu qu'il y a encore de ça quelques années, même si ça s'est un peu calmé là tout de suite, on a des vaches qui prenaient des centimètres, année après année et de mémoire en Primoshine, on gagnait 1 centimètre, tous les 5 ans. Donc ça fait qu'on a des vaches au niveau français qui étaient de plus en plus hautes et qui, dénote un petit peu d'ailleurs par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Et si vous regardez, bah, ce qui est d'actualité, hein, les réseaux sociaux, vous avez parfois aussi des vidéos de jeunes femmes ou de femmes même, globalement qui sont, dans des situations assez complexes parce qu'elles sont trop petites pour pouvoir atteindre ces trayons qui sont les plus haut placés. Et donc ça, ben, ce qu'il en ressort, c'est que, bah, on a tout intérêt à prendre en compte la dimension animale pour, bien réfléchir, heu, la traite et pour la rendre la plus confortable possible et quand on choisit donc du coup une installation de traite, la configuration en termes de hauteur de quai, positionnement des éléments de contention, il faut bien sûr réfléchir à soi-même, ça c'est certain, c'est ce qui se fait déjà depuis longtemps. On prend la taille du trayeur et on réfléchit la hauteur de quai en conséquent. Mais il est de plus en plus, intéressant d'aller regarder aussi quel est le gabarit des animaux et ça amène aussi à tout un tas d'interrogations par rapport à des éléments de contexte comme, la mixité des troupeaux et ou les croisements, d'animaux, pour jouer la carte de la résilience. C'est vrai que ça peut tout à fait se comprendre sur ces dimensions-là, mais attention sur ce que ça peut amener comme conséquence en termes de gestion des animaux à la traite. On a des situations où parfois, bah, les mamelles sont difficilement accessibles et si on n'y prend pas garde, on peut corriger un aspect, comme par exemple corriger la hauteur de quai, mais si on oublie qu'il y a aussi les éléments de contention qui vont être à prendre en compte, ben, on peut certes avoir, amélioré son confort en remontant la hauteur de quai, mais avoir une barre de contention qui vienne au niveau de la vision et qui vienne, vite, poser problème. Si on regarde maintenant au niveau trayeur et c'est d'ailleurs, sur ce point-là que, les travaux, de l'action 1 d'Ergotrade sont assez novateurs, même si effectivement, comme je disais, il y a d'autres projets qui ont regardé ça et c'est ce qu'on va évoquer. On a aujourd'hui une meilleure perception de ce que représente la traite pour les uns et les autres. Hem, c'est vrai que quand on regarde le constat, hein, c'est ce qui ressort du CASDAR.org, mais c'est ce qui ressort aussi de ce que nous disent nos collègues et partenaires de la MSA. Il y a beaucoup de problèmes, de TMS dans les élevages. Alors il y en a beaucoup en agricole, mais il y en a encore d'autant plus dans les élevages et encore plus dans les élevages laitiers et donc il y a un élevage sur 2
50 des 44 élevages qui ont été étudiés dans le cadre de ce projet, orgue, pour lesquels, il y a un trouble musculo-squelettique qui a été diagnostiqué pour au moins un des membres du collectif. Et ces troubles musculo-squelettiques, a priori, sont majoritairement liés à la traite et d'autant plus, importants sur des élevages avec des troupeaux de taille conséquente. Ça paraît assez compréhensible, hein. Plus on a d'animaux, plus on va répéter les tâches et plus du coup le risque de TMS, va augmenter. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui sera évoqué dans un des prochains webinaires par nos collègues de la MSA. Ce qui ressort aussi, du projet Capsagri, c'est que, la traite est vécue, comme un inconvénient pour certains intervenants et notamment là, dans cette situation, sur les 16 enquêtés, il y a quand même 7 salariés qui disent que la traite, c'est un inconvénient majeur dans le métier. Heu et après ce qu'il faut démêler, c'est le pourquoi de ce ressenti et a priori, ça pourrait être lié à des soucis d'ergonomie en salle de traite, tout comme ça peut être lié aussi à autre chose. Quand on regarde les retours qu'on a eus, nous, de notre côté, sur, une trentaine de trayeurs qui ont été enquêtés par une stagiaire qui s'appelait Aude Rouet, et donc c'est des enquêtes qui ont été conduites sur des profils très variés, depuis des salariés en passant par des associés, mais aussi des gestionnaires de structures. On s'aperçoit que pour cette trentaine de trayeurs, il y avait quand même, une grande majorité, à savoir presque 70 qui appréciaient la traite, qui la jugeaient même comme un moment agréable. Un moment où on voit tout, avec un contact à l'animal, avec la possibilité de voir les résultats du travail conduit, notamment pour tout ce qui touche à l'alimentation, mais aussi éventuellement, par rapport au suivi sanitaire du troupeau. Par contre, des gens qui sont conscients d'à côté, enfin, à côté de ça, pardon, du fait qu'il y a une pénibilité sous-jacente et ce qui peut paraître surprenant, c'est que quand on creuse d'ailleurs sur les réponses, c'est pas forcément la traite en tant que telle, à savoir c'est pas forcément la pose des faisceaux trayeurs comme on pourrait l'imaginer qui est le plus pénible, mais c'est en très, très grande majorité, enfin ou du moins pour ceux qui l'ont vraiment exprimé comme tel, ce qui ressort le plus souvent, c'est le nettoyage des surfaces, qui est important, hein, puisque, il n'y a pas de traite de qualité sans des structures qui soient propres. Mais, c'est un nettoyage qui paraît souvent trop long et après c'est vrai qu'il y a aussi des tuyaux, qui sont, parfois complexes à mettre en œuvre, parce que mal positionnés ou parfois trop lourds. Et puis il y a aussi, la circulation qui pose problème. La circulation des animaux, mais pas que, c'est parfois aussi la circulation des intervenants mais circulation des animaux qui pèsent sur certains élevages très, très largement et quand on fait d'ailleurs le prorata des différents temps passés, en salle de traite, on voit que dans certaines situations, le temps de circulation est au moins égal au temps de traite réel, à savoir, gérer l'hygiène et gérer, le positionnement des faisceaux trayeurs sur la mamelle. Et puis bien sûr, ce qui ressort aussi comme problématique, c'est, les traites atypiques, ou les tâches connexes et c'est ce qui nous fait, perdurer à dire que, Heu, pendant la traite, ce qu'il faut, c'est être focalisé sur son travail et d'autant plus que, plus on va être méticuleux et moins on va prendre de risques et moins on aura ces traites atypiques à gérer. Alors après, il faut pas être dupe, hein, il y a toujours dans la carrière d'un animal, des moments de traite atypiques, c'est les périodes post-vélage, mais il faut vraiment que ça soit cantonné au strict minimum puisqu'on le voit, c'est bien la durée de la traite qui rentre en premier impact sur la pénibilité de la traite avec, en général, des gens qui considèrent que, moins d'une heure et demie, ça passe. Au-delà d'une heure et demie, ça commence à devenir plus que compliqué et d'ailleurs pour le trayeur, mais aussi pour les animaux. Alors, on voit aussi que dans ce qui a été évoqué, bon, il y a des éléments extérieurs qu'on n'a pas retenus parce que, bah, les prix du lait, ça c'est pas lié à Ergotraite, c'est un contexte, mais c'est certain que quand on fait un travail qui nous paraît mal valorisé, on va le vivre d'autant plus mal et du coup, ça va paraître d'autant plus pénible dès qu'il va falloir faire quelque chose et puis il y a tout un tas de tâches connexes qu'on évoquait tout à l'heure, comme le transport du lait au haut ou la gestion de la clientèle parfois dans certaines structures. Ce qui est certain, c'est que, cette astreinte, qui est la traite, elle est d'autant plus mal vécue, sur des petits collectifs de travail, avec des temps de traite qui sont importants, voire plus importants que ce qui pourrait l'être et notamment avec des situations où on a une impossibilité pour les intervenants principaux à se libérer le week-end.
Ça, c'est ce qui ressort de 2 projets que sont Org et Coform et il y a tout un questionnement du coup à avoir sur, comment se débrouiller pour que ça soit autrement, continuer à produire du lait mais sans avoir cette contrainte, de l'impossibilité de se libérer. Et c'est là où ce qui est important d'avoir en tête, c'est que oui, on peut bien sûr, réfléchir, aux robots, mais il y a aussi d'autres alternatives que sont l'embauche d'un salarié, alors on va essayer d'éviter de passer par l'arrêt de la production laitière, mais il y a peut-être, aussi quelque chose qu'on sous-évalue et qui est pas ressorti là sur ces projets-là, mais qui peut être aussi, réfléchir la façon de produire. Ça peut être, réfléchir à la monotraite, réfléchir, à des suppressions de traite dans la semaine, la traite du dimanche soir par exemple. C'est des choses qui peuvent s'envisager, par contre qui se réfléchissent et qui s'organisent et c'est là où ça peut valoir le coup de réfléchir ça avec des partenaires pour voir si ça pourrait pas être jouable. Mais ce qui est certain, c'est que rompre la monotonie, même si, l'astreinte est aussi, quelque chose qui peut être vu comme positif parce que c'est un moment à passer avec ces animaux qui est incontournable. Il y a aussi d'autres façons éventuellement de le gérer. Hem, alors ça, c'est une question qui nous est souvent posée et qui nous a été posée dans le cadre du projet et sur lesquels on a eu aussi d'autres, éléments de réponse via Org, Coform et une étude qui avait été faite par et avec le CNIEL. Quand on regarde le temps de travail entre les installations de traite conventionnelles et les installations de traite robotisées, on a certes un différentiel puisque en moyenne, on est sur, 1 310 heures liées à la traite par an et par UMO en salle de traite pour 365 heures, pour les mêmes unités avec les robots. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, on n'y fait pas forcément les mêmes choses, et le robot en tant que tel ne fait pas exactement la même chose. Et puis, avant tout et surtout, ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur ce graphique-là qui montre que il y a les moyennes certes, mais il y a aussi une variation, entre les exploitations qui peut être assez conséquente. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des variations au sein même d'une exploitation, mais aussi de grosses variations entre les exploitations. Et ce qui fait que si on regarde, certaines structures, pour lesquelles on va avoir un temps, d'astreinte autour de la robotisation qui va être très élevé et inversement des des installations de traite, conventionnelles pour lesquelles on va avoir une très bonne organisation du travail et où, une organisation qui va convenir, on peut avoir des temps d'astreinte qui sont, très fortement limités. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que, on peut pas forcément se dire que, tout va bien se passer avec le robot, tout comme inversement, on peut pas se dire que tout va mal se passer avec une installation de traite conventionnelle. Il y a une forte diversité qui existent et qui peut, sur lesquels on peut travailler pour que les choses soient plus confortables. Et vous le verrez, hein, les collègues de la MSA vous le rediront, mais heu, pour bien vivre au travail, c'est, certes, intervenir sur le matériel, mais ça peut être aussi intéressant d'intervenir sur d'autres dimensions et notamment sur l'organisation du travail pour que, les choses soient plus intéressantes, soient plus cohérentes et soient plus assumées et assumables possible. Alors justement, autour de la robotisation puisque, on l'a évoqué, hein, c'est aujourd'hui, quelque chose de réel et de réaliste, il faut considérer que c'est une possibilité, mais pas toujours une solution. De toute façon, ça, c'est quelque chose que vous m'entendrez dire, quel que soit le système de traite. On a aujourd'hui une diversité de possibilités, avec des équipements qui tiennent très largement la route et ces possibilités ne deviennent des solutions que si elles conviennent, à la personne qui va faire ce choix et si la personne en question, f met tout en œuvre pour que le dispositif puisse fonctionner correctement. Et si on parle de la robotisation, il y a vraiment un lien, entre la présence de robots et le temps libre et les ressentis par rapport à la qualité de vie au travail. Malgré tout, ça peut, être limité par certaines autres dimensions avec notamment l'agrandissement des troupeaux qui font que, on a une organisation et un suivi des robots qui est un peu plus complexe et dans certaines situations, les salles de traite, conventionnelles peuvent offrir beaucoup plus de souplesse. On voit aussi des éleveurs qui nous disent, «L'avantage de ma salle de traite conventionnelle, c'est que je fais une traite le matin et quand j'ai fermé la traite de la salle de traite, bah, c'est fini, je passe à autre chose». Alors que sur le robot, il faut être disponible sur toute la journée. Alors ça peut convenir, hein, et ça convient très bien à certains, mais voilà, il faut se dire qu'il y a différentes possibilités et une des particularités aussi de la traite robotisée, c'est la charge mentale qu'il faut pas oublier. On parle d'ergonomie en parlant de biomécanique, mais il faut pas oublier, la charge mentale et c'est vrai que pour certains, la gestion des alertes, des alarmes
peut poser éventuellement problème, ça peut amener du stress, et on a certains éleveurs qui malheureusement n'ont pas suffisamment bien anticipé les conséquences de l'arrivée de ce nouveau système de traite, tout comme, n'importe quel autre système de traite d'ailleurs, il aurait pu se passer exactement la même chose. Donc une modification de toute façon quelle qu'elle soit, normalement ça s'anticipe et on le vit d'autant mieux si on a compris, heu, ce qu'on aura ou ce qu'on n'aura pas avec ce nouveau dispositif qui va arriver. Et au global, ce qui ressort aussi de ces études-là, c'est que, les ressentis sont différents suivant les collectifs de travail. Plus on va être nombreux à pouvoir intervenir sur le robot et même globalement, si on transpose ça à la traite conventionnelle, plus on va être nombreux à pouvoir assurer la traite ou en tout cas dépanner à la traite et plus ça sera favorable à quelque chose qui va être vécu positivement parce que, on n'est pas dans une situation où on se dit: «Bah, tout repose sur mes épaules et j'ai pas la possibilité d'aller prendre, un peu de temps pour moi pour telle ou telle raison». Donc ça, c'était par rapport aux aspects, humains, et on pourrait encore évoquer tout un tas d'autres choses, mais j'ai essayé vraiment, vu le temps qui nous est imparti là, d'aller sur l'essentiel et ce qui est vraiment nouveau sur ces travaux. Si on regarde, au niveau du contexte, puisque je vous l'ai dit, hein, pour nous, la traite, c'est des animaux, des machines, des treilleurs, mais tout ça dans un contexte particulier. Et ce contexte-là, on l'a imagé avec, des travaux qu'on a conduits avec, quelqu'un de l'INRAE qui est Théo Martin, qui est un géographe de formation et qui a travaillé dernièrement sur les liens qu'il peut y avoir entre, la traite et des données géographiques et en fait, il a valorisé le positionnement des concessions qui travaillent sur la robotisation au niveau national et déjà ce qu'on voit, c'est qu'en fonction des zones, les densités sont pas du tout les mêmes, mais ça correspond assez, aussi à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein. Il y a des zones sur lesquelles on n'a quasiment pas d'élevage bovin, donc forcément on va avoir moins de concessions, proposant des robots qui aujourd'hui ne sont déployés qu'en bovin. Et puis on voit que, sur certaines, zones où l'élevage est densifié, on a aussi une densification, ou une densité en tout cas des concessions, en capacité à accompagner les éleveurs. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, si on regarde, sur certains secteurs très particuliers, là vous êtes, ici sur les Savoies, on a un lien qui est quand même assez fort entre, la concession qui est ici représentée par une petite clé et les élevages robotisés, qui gravitent autour. Et d'ailleurs, il faut le voir presque comme ça, dans le sens où il ne peut pas y avoir d'élevage avec un robot de traite s'il n'y a pas de concession et tout comme il n'y aura pas de concession, bien sûr, s'il n'y a pas d'élevage, client autour. Et là, effectivement, sur cette zone-là, ce qui définit le positionnement de l'un et de l'autre, c'est l'accessibilité en termes de temps de parcours entre la concession et les élevages et là qui est défini avec la possibilité d'intervenir en moins d'une heure. Donc là, on est vraiment sur une approche robot, mais ça va être aussi vrai pour les autres types d'installations de traite parce que, on est sur des matériels qui ont besoin d'être entretenus, qui ont besoin d'être suivis et qui ont d'ailleurs d'autant plus besoin qu'on a des matériels qui deviennent de plus en plus, pointus, avec, de l'électronique, avec des dispositifs, de technologie avancée et il est certain que, ben, dans certains contextes et dans certaines zones, il est déjà et il deviendra peut-être encore plus compliqué demain d'avoir accès à ces accompagnements qui vont faire que le matériel va pouvoir fonctionner, encore quelques années en bonne et due forme. Donc au global, en conclusion, avant que vous puissiez, poser toutes les questions que vous voudrez, et puis d'ailleurs vous pourrez aussi le faire par la suite. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on veut faire un état des lieux de la traite, il faut absolument avoir, cette approche globale qu'on vient d'avoir, animal, machine, trayeur et éventuellement contexte. Et ça, vous allez le voir, on va l'évoquer très, très régulièrement dans ces webinaires-là. C'est aussi une des forces de ce projet, une des volontés de ce projet, c'était d'avoir une approche globale, ne pas se cantonner à regarder que le matériel, mais vraiment regarder toute dimension. Ce qu'on a dit tout à l'heure, est repris là, on a une traite qui est diversifiée aujourd'hui au niveau national et à mon avis, elle restera diversifiée pour au moins une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est moins le cas. On a, dans certains pays, des installations qui sont très, très, très homogènes. C'est pas notre cas. Après, c'est vrai qu'on a une diversité de contextes au niveau national, sans parler que du climatique, mais si on parle, des façons de valoriser le lait qui font que ça justifie de toute façon, cette diversité. Derrière tout ça, on voit qu'il y a des évolutions, sur le dimensionnement des installations. On l'a dit aussi sur les technologies qui équipent ces installations. Mais il ne faut pas oublier que l'humain doit et devra rester central, dans pas mal de choses, que ça soit dans la réflexion.
autour de autour de la traite, que ça soit aussi dans l'organisation de la traite et dans certaines situations, on l'évoquera notamment sur le prochain webinaire, il est plus qu'important, si ce n'est fondamental, de prendre aussi en compte les caractéristiques animales et ne serait-ce que parfois juste pour l'humain. On l'a vu tout à l'heure, hein, ces grandes vaches qui peuvent poser problème à certains intervenants, ça peut, se corriger ou ça peut s'anticiper. Il y a cette dimension-là à prendre en cause et notamment parce que, ça peut apporter des éléments de confort et de satisfaction qui sont non négligeables qu'on parfois, qu'on sous-évalue, qu'on n'évalue même ou même qu'on comment dire? Qu'on n'anticipe pas, mais qui la plupart du temps, en plus, ne coûtent pas vraiment cher, voire même, ne coûtent rien et qui amènent, au global, un confort pour tous. Heu, Prendre le temps de la réflexion, c'est quelque chose qui est fondamental, notamment avant de faire évoluer la traite. On a on a fait un travail en collatéral là que je peux pas vous présenter parce qu'on est encore en train de valider certains chiffres, mais au global, on a été regarder comment, les installations françaises étaient en capacité d'évoluer. Alors je parle bien des installations de traite conventionnelles, je parle pas des installations de traite robotisées ici, je parle des installations conventionnelles, mais en regardant, le dimensionnement des installations, au niveau du débit permis par la pompe à vide, au niveau de la réserve réelle, donc ce qui permet à l'installation de fonctionner, correctement sans qu'on ait trop de fluctuations du niveau de vide, à la traite et puis en regardant aussi sur, ce qu'on appelle le ratio de débit, c'est-à-dire que ce que produisent les animaux et qu'est-ce qui est capable, d'évacuer l'installation de traite et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a quand même, un bon tiers a priori des installations, qui sont passées sur OptiTrade pour lesquelles on a un warning sur ce point-là. Ce qui veut dire que on a des évolutions possibles, des installations, des structures, mais attention, c'est pas forcément valable pour toutes et en tout cas pour certaines, il va pas falloir regarder à minima, et le plus simple en général, c'est de se dire: «Bah, on va rajouter des postes de traite et du coup, on va pouvoir remettre des vaches». C'est peut-être pas si simple que ça, il y a parfois des réserves de débit ou des pompes à vide qui vont être, très, très limitantes par rapport à tout ça et ça vaut le coup de se faire accompagner par des spécialistes, donc un minimum par les agents SAV ou par les concessions, traites, mais aussi, potentiellement par des conseillers, qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien le contexte et qui vont pouvoir vous accompagner par rapport à tout ça, pour faire des bons choix et en toute connaissance de cause. Donc c'est clair que, bah, on le répétera dans beaucoup de nos webinaires, il est important et voire obligatoire d'avoir une, réflexion multidimensionnelle pour que les choses, s'agencent en toute cohérence et qu'on puisse avoir une traite qui donne et qui donnera encore, satisfaction demain. Alors, pour faire le lien avec le prochain webinaire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure et c'est pour ça que je vous mets, ce graphique, sur lequel par contre je ne m'appesantirai pas parce que c'est pas le but de ce webinaire d'aujourd'hui. Mais on l'a vu, il y a aussi, quelque chose qui est à mon sens un peu trop négligé, c'est toute l'importance de travailler aussi sur l'animal et sur le lien à l'animal pendant la traite pour que, on puisse, installer un cercle vertueux qui va faire que, au global, tout le monde va s'y retrouver et même si on pousse le bouchon un peu loin, même le matériel de traite va s'y retrouver dans le sens où il va pouvoir, donner 100 de ce qu'il est en capacité de faire et ça, c'est le principe du one welfare à la traite et voilà, c'était le petit teasing pour le webinaire de la semaine prochaine auquel je vous invite à participer. Et enfin, dernière chose avant de laisser libre cours à vos questions, c'est, le fait que depuis déjà quelques années sur le site du COFIT, vous avez l'adresse là qui est en bas de diapo, vous avez la possibilité de consulter, les chiffres du dispositif contrôle machine à traire sur lequel je me suis appuyé d'ailleurs pour faire la typologie qu'on a évoquée tout à l'heure et ça vous permet de voir où on en est du contrôle des installations de traite, mais aussi d'avoir des éléments sur ce qui fonctionne bien et sur ce qui inversement pose plus de problèmes et c'est d'ailleurs notamment là-dessus que je me suis appuyé pour évoquer ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir le fait que attention sur, un petit tiers des installations, on a quand même, des doutes sur le fait qu'un agrandissement, en simple et due forme avec, une augmentation du nombre de faisceaux trayeurs pourrait tenir la route. Donc voilà, si vous avez des questions, il y a pas de souci, vous pouvez me les poser, alors dès maintenant ou même par la suite si vous le souhaitez.
Toujours est-il que, bah, je vous remercie pour votre participation. A priori, on était une soixantaine ici, autour de nos écrans et donc comme je l'évoquais tout à l'heure, un prochain webinaire à venir lundi prochain, autour de la coopération entre, les animaux et les treilleurs à la traite et comment on peut et on devrait même d'ailleurs, intégrer l'animal dans les réflexions. Et sachant que, bah, ça a été évoqué tout à l'heure, mais je le répète aussi là, on a, tous ces replays de webinaires qui seront mis sur le site ErgoTraites au fur et à mesure et puis, bah, ce mini site en question, je vous invite à aller y faire un tour. Vous pouvez y accéder par, l'adresse qui est ici ou par le QR code que vous pouvez scanner pour aller retrouver tous ces éléments. Alors, dès maintenant pour les webinaires et puis, progressivement, à partir de maintenant parce que, bah, comme je l'ai évoqué, ErgoTrade touche à sa fin, mais par contre, toute l'action de diffusion va se prolonger encore quelques semaines, voire quelques mois. Alors, je vais faire un tour sur les questions. Alors, je vois qu'il y a une question sur l'utilisation des exosquelettes pendant la traite. Alors, dans le cas d'ErgoTrade, on avait fait le choix de ne pas, inclure l'exosquelette dans notre, périmètre de travail. Par contre, on a, largement échangé avec des collègues qui ont travaillé sur ce dispositif-là et notamment les collègues des chambres de Normandie. Et ce qu'il en ressort, c'est que l'exosquelette est là aussi une possibilité, mais c'est pas forcément une solution, à différents titres. Ce n'est pas forcément une solution parce que dans certains essais qui ont été conduits, les exosquelettes ont été abandonnés. Parce qu'un exosquelette comme d'autres dispositifs, médicaux ou paramédicaux, c'est pas fait pour être passé et notamment là, ce qui a fait que certains essais, se sont finis plus tôt que prévu, c'est qu'on était sur un collectif de travail avec un seul exosquelette qui faisait les 2 ou les 3 trayeurs et ça, c'est assez compliqué quand même parce qu'il y a des réglages de ces exosquelettes pour que ça puisse donner satisfaction. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un exosquelette, ça aide en général sur une dimension, par exemple pour le relevé des bras. Mais ça peut amener à, une complexité sur d'autres aspects, notamment sur le fait qu'à la traite, on a quand même certes une routine de travail, mais on a toujours des choses à gérer qui ne sont pas forcément, prévues d'avance et la plupart des exosquelettes proposent, la possibilité de débrayer l'assistance, mais encore faut-il y penser. Et puis, surtout, ce qui est clair et définitif, c'est que ça ne devrait pas être un dispositif de première intention. Ça devrait être, un élément qu'on vient mettre en complément d'une installation ou d'une situation qu'on a déjà fait, évoluer pour que ça se passe au mieux. Heu, Parce que sinon, on risque d'avoir un exosquelette qui s'accroche, sur les filins, qui va taper dans les barres et cetera. Donc ce qui est envisagé, c'est déjà d'améliorer l'existant et éventuellement et sur suivi médical, c'est ce qui est quand même de mieux, de compléter ça par, l'arrivée d'un exosquelette. Mais ça doit normalement pas être un dispositif de première intention et ça doit pas être quelque chose qui est pris à la légère. Alors, il y a une autre, question là sur le fait, de savoir si on a pris en compte, la propreté des mamelles, de l'animal. Alors ça dépend de quel moment, il était question dans le diaporama, mais c'est vrai que de toute façon, cette contrainte qu'est le nettoyage des surfaces, et ça a été évoqué peut-être aussi, enfin c'est pas peut-être, ça a été évoqué aussi, mais quand même étant un peu moins flagrant, le temps, de préparation des trayons ressortait comme une contrainte et c'est vrai que plus les animaux, vont arriver sales et plus on devrait en tout cas passer du temps à préparer les mamelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bah, on prépare les mamelles à but hygiénique, ça c'est une chose, mais on les prépare aussi pour stimuler l'animal. Ça, on va l'évoquer, lundi prochain. C'est quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on a besoin de la coopération des animaux pour que les traites se passent au mieux. Et c'est vrai que plus les animaux vont arriver sales, plus en général on va passer de temps à les préparer et plus ça va paraître pénible. Alors, tout étant relatif, on a aussi des intervenants, des trayeurs qui ont des attentes ou des besoins ou des perceptions qui sont différentes. Et si on prend par exemple la situation de quelqu'un a besoin de se réassurer sur la propreté de ses mamelles parce qu'il y a eu un épisode, un peu compliqué à un moment donné, le temps de préparation va paraître peut-être un peu moins conséquent que quelqu'un qui fait ça machinalement sans vraiment y réfléchir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on veut que les choses se passent bien en salle de traite, il y a quand même un lien assez fort à faire au bâtiment et c'est là où Jean-Marie, je te remercie pour ta question parce que c'est fondamental. On l'a vu tout à l'heure aussi par rapport à la circulation des animaux.
Il y a des choses qui se passent en dehors de la salle de traite qui vont faire que les contraintes vont être plus ou moins vécues ou vont être plus ou moins importantes en salle de traite. Si la liaison entre le bâtiment et la salle de traite n'est pas bonne, si le bâtiment ne fonctionne pas bien, il va se passer des choses en salle de traite qu'on va subir, alors que le problème, il est plutôt au niveau du bâtiment. Donc c'est certain que là aussi l'approche globale a son intérêt parce que il faut parfois voir plus large que la simple traite ou que le simple, bloc traite pour comprendre pourquoi c'est plus ou moins pénible à tel ou tel niveau. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de rebondir sur le fait que, on l'a évoqué, hein, l'amélioration des conditions de traite, ça passe par, de l'ergonomie, dans le sens biomécanique du terme, mais on a vu, il y a aussi, la charge mentale qui est à prendre en compte et il y a toutes ces traites atypiques, dont on peut largement se passer pour celles qui sont pas attendues, à savoir, celles qui sont liées à des pathologies ou à des problèmes de qualité du lait, sur lesquels on peut, très largement anticiper avec du préventif, avec un bâtiment qui fonctionne bien, avec, des matériels de traite qui sont entretenus couramment, régulièrement, et on n'attend pas qu'il soit trop tard pour changer les caoutchouteries, par exemple et tout ça, devient quelque part un investissement sur la qualité et le confort de traite. Donc c'est important de réfléchir aussi dans ce sens-là. Alors Jean-Marie rajoute: «Et le bruit?» Oui, bien sûr, le bruit est à prendre en compte. Beaucoup de choses sont à prendre en compte. Il y a le bruit, il y a la luminosité, il y a la température. C'est l'ambiance même de traite qui est à prendre en compte. Faut se dire qu'on est sur un poste de travail, comme d'autres postes de travail qui, est d'autant plus agréable que les conditions d'ambiance, sont favorables. Après la particularité, c'est que, ce qui n'existe pas sur d'autres, postes de travail, c'est qu'on travaille avec des animaux, c'est qu'on travaille, plus ou moins avec un lien direct avec l'extérieur et donc c'est vrai qu'à certains moments, c'est plus ou moins facile. L'hiver, quand il fait très froid dehors, si le bâtiment est pas bien isolé, c'est pas toujours très sympa, d'aller, en salle de traite si c'est pas préparé. Donc il y a tout un tas d'éléments d'ambiance qui sont à prendre en compte et le bruit en fait partie. Alors le bruit en fait partie pour les travailleurs bien sûr, mais aussi pour les animaux, on a, tout intérêt à ne pas minimiser l'intérêt qu'il y a à avoir un bon confort pour tous en salle de traite, pour que le moment de la traite soit un moment, heu, confortable, intéressant pour tout le monde, mais aussi inversement et ça on en parlera sur le prochain webinaire pour qu'on se mette dans des conditions favorables pour que, la traite soit de qualité, à savoir que le lait arrive vite, qu'il y ait pas de trop d'incidents de traite et que ça soit pas fastidieux pour toutes ces dimensions-là. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions que j'ai ratées au passage, mais j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Bon, a priori, on a fait le tour pour les questions du jour. En tout cas, n'hésitez pas si, vous n'avez pas abordé certaines questions ou qu'elles vous reviennent par la suite, à vous envoyer avant pardon, à m'envoyer un message et j'essaierai de vous répondre au plus vite et sinon, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire et donc qui sera lundi prochain. Retenez en tête, gardez en tête de toute façon que sur 6 lundis de suite, on parlera de traite. Alors je vois qu'il y a peut-être une question qui est arrivée en plus. Non, c'est juste, une contribution pour la fin du séminaire. Écoutez, s'il n'y a pas plus d'autres questions, je vous remercie encore une fois pour votre participation et puis, suite au prochain épisode comme on dit. Bonne, continuation, bonne fin de journée et à très bientôt.